4 mois après l'attentat à la préfecture de police de Paris perpétré par un des fonctionnaires, un militaire de 19 ans a attaqué une gendarmerie en Moselle. Une affaire qui rappelle que la question de la radicalisation touche largement les services de l'État, un État visiblement incapable de se défendre. Alors que le débat sur la réforme des retraites a vu s'opposer des sensibilités politiques parfois caricaturales avec la CGT communiste d'un côté et la CFDT pro-gouvernementale de l'autre, la CFTC, elle, fait entendre un discours chrétien à contre-courant. Alors que les primaires démocrates ont débuté lundi soir dans l'Iowa, le premier rendez-vous pour désigner le futur adversaire de Donald Trump a tourné au fiasco. À cause d'une défaillance, le parti s'est retrouvé dans l'incapacité de publier les résultats officiels. Une aubaine pour le président états-unien. Madame, Monsieur, bonsoir. 4 mois après l'attentat perpétré par Mickaël Harpon à la préfecture de police de Paris, la question de la radicalisation dans la fonction publique n'est évidemment pas réglée. Lundi, un militaire a attaqué une caserne de gendarmerie en Moselle. Le vivre ensemble jusqu'à en mourir. Lundi, un militaire âgé de 19 ans a attaqué la gendarmerie de Dieuse en Moselle. La piste terroriste est sérieusement envisagée, alors qu'un appel avait été reçu à la caserne quelques heures plus tôt pour menacer d'un carnage perpétré au nom de l'État islamique. L'assaillant et le gendarme qui a ouvert le feu ont été blessés dans l'attaque, un événement qui en rappelle un autre. Le 3 octobre dernier, l'heure n'était déjà plus aux vaines alertes de radicalisation parmi les services de l'État. Mickaël Harpon, fonctionnaire de la préfecture de police de Paris, employé par les services de renseignement et habilité secret défense, attaquait ses collègues avec une arme blanche. 4 policiers y ont perdu la vie, dont certains égorgés. Après l'attentat, des clés USB avec des vidéos de l'État islamique avaient été retrouvées au domicile du terroriste. Après. Mais au rang de la prévention, le moins que l'on puisse dire est que l'affaire a montré de larges faiblesses. En effet, Mickaël Harpon, en plus de refuser de saluer ses collègues féminines, avait également justifié l'attentat contre Charlie Hebdo. Une attitude qui aurait dû éveiller les soupçons de sa hiérarchie, à plus forte raison que son métier d'informaticien permettait à Mickaël Harpon d'avoir accès à de nombreux dossiers sensibles. C'est d'ailleurs ce que rappelait, après l'affaire, le criminologue Xavier Hofer. Quand vous êtes dans un système informatique depuis 15 ans, vous accédez à tout. Tout vous est accessible. Parce que soit par jeu, soit par curiosité, soit par curiosité malsaine, soit par désir de pénétration, vous avez envie d'aller pousser les portes pour voir derrière. L'être humain est ainsi fait, il n'aime pas les portes fermées, donc il veut avoir intérêt à entrouvrir le truc pour savoir ce qu'il y a derrière. Vous êtes depuis 15 ans dans un système, vous le possédez parfaitement. Mickaël Harpon avait d'ailleurs en sa possession des fiches de renseignement sur des individus fichés S, et nul ne sait exactement quel usage il avait pu en faire. Mais cette affaire pourrait bien n'être que l'arbre qui cache la forêt. En effet, si la commission d'attentat par un fonctionnaire reste rare, la radicalisation de plus en plus d'agents du service public devient inquiétante. Depuis l'affaire Harpon, 74 fonctionnaires de la préfecture de police ont été signalés et 27 ont déjà été classés sans suite. Des chiffres non négligeables qui tranchent avec les 16 personnes écartées des services de renseignement évoqués par le cabinet du Premier ministre. Le pire dans l'affaire, le bas ne blesse pas forcément au moment de la détection. En effet, quand l'islamisation d'un fonctionnaire est avérée, les services publics semblent incapables de s'en séparer. En effet, l'ancien préfet de Paris, Michel Delpuech, expliquait déjà fin 2018 que la préfecture était démunie pour faire face à ses ennemis de l'intérieur. Il confiait que des motifs connexes devaient être utilisés pour se séparer d'un fonctionnaire, dans la mesure où la radicalisation n'était pas un argument recevable d'un point de vue juridique. Comprendre que l'individu en question pourrait tout à fait poursuivre son employeur pour un licenciement discriminatoire. En réalité, les services publics semblent craindre davantage les accusations d'islamophobie que la radicalisation elle-même de ses employés. Le préfet Delpuech avait d'ailleurs suggéré comme solution d'inscrire dans la Constitution le respect des valeurs de la République pour les agents de la fonction publique, une proposition particulièrement légère au vu de l'ampleur du fléau. La CFTC face à la réforme des retraites. Alors que l'opposition entre la CFDT et l'intersyndicale contestataire a occupé l'espace médiatique, le syndicat chrétien demeure une force de proposition et d'apaisement dans un climat de plus en plus tendu. Olivier Frère-Jacques a rencontré son vice-président, Joseph Touvenel.
Une guerre d'images de 2 mois avec une opposition choisie entre d'un côté une intersyndicale contestataire et de l'autre la CFDT. Les mobilisations contre la réforme des retraites ont occupé l'espace médiatique avec, face à face, des acteurs souvent caricaturaux. D'un côté, Philippe Martinez de la CGT, jusqu'au boutiste au salaire de cadre, et de l'autre, Laurent Berger de la CFDT, qui aurait toute sa place dans le gouvernement. Finalement peu visible dans ces débats, la CFTC est favorable à une réforme, mais propose une autre approche de celle-ci en prenant en compte la réalité du monde du travail. C'est pas compliqué, nous sommes de ceux qui pensons qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Pourquoi ? Une population effectivement qui vieillit, qui vit plus longtemps et moins d'actifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce soit du côté gouvernement ou un certain nombre d'opposants, chacun nous fait leur demi-vérité. Ça veut dire qu'il y a des demi-mensonges. Et le premier mensonge, c'est de ne pas parler de natalité. Comment puis-je régler le problème des retraites dans la durée et dans le long terme si je ne parle pas de natalité, c'est-à-dire de remplacement des générations? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que le gouvernement a voulu tout mélanger. Pas une seule tête ne dépasse. Tous au pas cadencé. Puis très rapidement, au pas cadencé, sauf les armées. Parce qu'on comprend qu'on ne va pas faire travailler un militaire en opération jusqu'à 65 ans. Puis sauf les policiers. Puis sauf les pompiers, puis sauf les petits rats de l'opéra. Donc c'est plus une seule tête. Donc il ne fallait pas commencer à nous dire on va mettre tous les Français au même niveau parce que ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des réalités qui sont liées au monde du travail, qui sont liées à la difficulté physique ou psychique d'un certain nombre de travaux. Donc il faut avancer comme ça raisonnablement, mais le gouvernement a tout fait dans le désordre, par idéologie. Sur le financement de la réforme, la CFTC pointe du doigt les incohérences de l'action gouvernementale, mais aussi le fait que l'État agit dans l'urgence alors que la situation ne l'exige pas. Mais ça, c'est très intéressant à observer. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui nous sommes des gens sérieux, fait un projet et n'a pas pensé au financement du projet. Il dépose un projet de loi et nous dit maintenant on va parler de l'argent. On prend les choses en amont. Et effectivement, et quand dans la conférence du financement, on va voir ce qui va en sortir. Mais par exemple, la majorité des salariés sont les salariés du privé, mais les caisses du privé sont quasiment à l'équilibre. Elles sont d'ailleurs gérées paritairement par les syndicats et par le patronat. Et elles sont bien gérées. Il y a 71 milliards de réserves. Il y a urgence. L'urgence, elle est là où l'État ne fait pas son travail, non pas ce seul gouvernement, mais les gouvernements successifs depuis des décennies, notamment sur les régimes spéciaux. C'est eux qui sont structurellement déficitaires. C'est eux qui creusent le trou. Mais qui est le patron ? L'État. Et donc, remettons les choses en vérité. Sans doute qu'au sein de la SNCF, il faut qu'il y ait des salariés qui puissent partir plus tôt. C'est légitime quand ils ont travaillé les week-ends, les nuits, des travaux parfois difficiles, notamment pour la réparation des voies la nuit. C'est des travaux qui sont physiquement difficiles. Et on sait que si on travaille de nuit, on coupe ses rythmes, on s'use physiquement. Que ces personnes puissent partir plus tôt, c'est légitime. Par contre, que le comptable de la SNCF soit pas plus mal et pas mieux traité que le comptable de quelle entreprise, ça c'est normal. C'est ça qu'il faut remettre sur la table. Cela dit, il n'y a pas d'urgence, puisque Bercy nous a sorti il y a à peu près un mois des chiffres en nous disant que le déficit des retraites en France, ça serait à l'horizon de 5 ans entre 7 et 15 milliards. Alors j'ai vu déjà Bercy plus efficient, du simple au double, c'est un peu, mais très bien. Les retraites, c'est 360 milliards de cotisations par an. C'est-à-dire 7 ou 15 milliards, c'est pas grand-chose dans cette masse. Donc il n'y a pas à affoler non plus les populations. Il y a à faire des efforts, il y a à penser à l'avenir, il y a à reconstruire un certain nombre de choses, mais certainement pas à affoler les gens comme c'est fait pour des raisons qui sont des raisons de com et idéologiques ou parce qu'ils ne connaissent pas leur dossier. Dans ce combat politique, la CFTC entend peser dans les débats qui se poursuivent autour de la réforme. Ainsi, ce syndicat chrétien qui défend la famille souhaite notamment que soit prise en compte la place de la qualité de mère de famille dans le cadre du nouveau système de retraite. C'est toujours le même rôle. Discrètement, parce que les grands médias ne nous ouvrent pas forcément la porte, mais discrètement, avec j'espère un peu d'efficacité, faire passer de bonnes choses. Notre petite musique, par exemple, on se bat pour que les mères de famille, le temps où elles éduquent leurs enfants, le congé parental d'éducation, soit pris en compte dans le système de retraite. Aujourd'hui, le privé, on prend les 25 meilleures années pour la retraite. Demain, ça sera sur 42 ans.
D'abord, chacun comprend que passer des 25 meilleures années à 42 ans, mécaniquement, c'est une perte. C'est moins. Dire le contraire s'appelle un mensonge. Mais les mères de famille qui élèvent leurs enfants, celles qui ont, on va dire une mère de famille qui a 3 enfants, qui va s'arrêter 2 ans par enfant, ça fait 6 ans. Mais c'est plus 42 ans de cotisation qu'on va lui demander. C'est 48. C'est impossible. Donc on va essayer de faire en sorte que cette situation soit prise en compte pour que celles qui, alors c'est ceux aussi, il y a aussi des hommes, mais c'est globalement des mères de famille, mais elles ne soient pas laissées sur le bord de la route et qu'elles puissent avoir une véritable retraite. Parce qu'aujourd'hui, elles ont quelque chose, mais ce n'est pas une véritable retraite. Elles ne peuvent pas vivre avec ce qu'on va leur laisser. Ben voilà, une réforme qui serait bonne. Et je reboucle avec mon propos du départ. Il y a un problème de natalité. Si je ne fais pas une politique nataliste proactive, je ne résous pas le problème des retraites dans la durée. Et partons aux États-Unis à présent. Un fiasco pour lancer les primaires démocrates. À un peu moins de 10 mois de l'élection présidentielle américaine, le marathon pour désigner le futur adversaire de Donald Trump a débuté lundi soir dans l'État de l'Iowa. Un premier rendez-vous crucial raté. Thibaut Bastide. L'élection présidentielle états-unienne ne débute pas de la meilleure des façons pour les démocrates. Lundi soir, dans l'Iowa, les électeurs étaient appelés aux urnes pour donner le coup d'envoi officiel de la bataille des primaires démocrates. Un premier rendez-vous très attendu et médiatisé puisqu'il donne de premières indications sur les chances des différents candidats. Mais ce premier test, sous forme de caucus, a surtout tourné au fiasco. Alors que cette procédure de vote, en 2 phases, ce qui permet à certains supporters de se reporter sur d'autres noms, si leur premier choix ne franchit pas la barre fatidique de 15% des voix, est extrêmement complexe. Le Parti démocrate a ajouté de nouvelles difficultés en voulant dévoiler les scores intermédiaires. Résultat, les organisateurs se sont retrouvés dans l'impossibilité de communiquer les résultats définitifs. Pour justifier le retard, les responsables du parti ont avancé des incohérences dans les chiffres qui leur étaient parvenus. En l'absence de résultats, Bernie Sanders s'est auto-proclamé grand vainqueur de la soirée, sans que personne n'ait la moindre idée de qui était sorti en tête de ces consultations. Selon ses propres estimations, le camp Sanders aurait obtenu 28,62% des voix devant le modéré Pete Buttigieg et le sénateur progressiste Elizabeth Warren. L'ancien vice-président Joe Biden n'arrive que 4e avec 15,08%, ce qui représenterait une contre-performance pour celui qui est depuis des mois en tête des sondages au niveau national. Une bataille des chiffres et des explications embrouillées qui n'ont fait qu'ajouter à l'impression d'amateurisme du Parti démocrate dans l'organisation de ces caucus. De quoi provoquer les moqueries du camp républicain alors que Donald Trump a remporté de son côté sans surprise l'investiture républicaine dans l'Iowa. D'ailleurs, selon Evelyne Josselin, spécialiste des États-Unis, les déboires des démocrates ne font que renforcer le président états-unien. Tous les déboires des démocrates sont évidemment bons pour Trump, mais il a même pas besoin de ça. Il est en position de telle force qu'il n'a même pas besoin de candidats faibles en face de lui. Ce sont pratiquement des non-événements, voyez, tout ce qui se passe avec les démocrates. Sauf imprévu qui peut toujours survenir, catastrophe de je ne sais pas quel ordre. Je pense que les démocrates qui, bien entendu, vont pas s'arrêter là, ils vont reprendre leur souffle et ils vont trouver autre chose. Ils vont essayer de l'attaquer sur absolument tout. Mais je crois que Trump et peut-être pour le moment, enfin en tout cas là, si c'était au jour d'aujourd'hui, il repasserait mais haut la main partout. Donc je ne vois pas ce qui pourrait d'ici maintenant à novembre, il peut se passer beaucoup de choses. Mais de là à changer le vote, je ne crois pas, je crois vraiment pas. Malgré cette bévue, la course à l'investiture démocrate pour les 11 candidats encore en lice est encore longue. Le prochain rendez-vous aura lieu le 11 février dans le New Hampshire. Au final, c'est du 13 au 16 juillet que le vainqueur de la primaire sera officiellement intronisé lors de la Convention nationale démocrate qui se tiendra cette année à Milwaukee, dans le Wisconsin. Et à présent, passons à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Attaque à l'acide au commissariat de Boissy-Saint-Léger. Lundi soir, 3 bouteilles d'acide ont été jetées dans la cour d'un commissariat dans le Val-de-Marne. L'une d'elles a explosé, dégageant une odeur âcre juste dans les locaux, intoxiquant 4 policiers qui ont été transportés à l'hôpital. Selon le laboratoire central, les bouteilles pourraient contenir de l'acide chlorhydrique. Une sécurisation a été mise en place dans la cité voisine de Haye-Grisel. Explosion de la contrebande en 2019. Mardi, le ministère de l'Action et des Comptes publics a dévoilé les chiffres de saisie de cigarettes et de tabac
de contrebande l'année dernière. La douane française aurait ainsi saisi 360,3 tonnes en hausse de 49%. Ce coup de filet représente 162 millions d'euros en valeur et l'équivalent de 18 millions de paquets de cigarettes issus des circuits clandestins. Si Bercy s'est félicité de l'efficacité de la lutte contre la contrebande, ces résultats sont surtout la conséquence des augmentations successives des prix du paquet de cigarettes qui devraient passer la barre symbolique des 10 € à la fin de l'année. Nouveau scandale sanitaire à l'horizon et le groupe Sanofi mis en cause. L'entreprise transnationale spécialisée en produits pharmaceutiques et en vaccins a été mise en examen pour tromperie aggravée et blessure involontaire dans l'affaire de la Dépakine, un antiépileptique commercialisé depuis 1967 avec une molécule, le valproate de sodium. Cette médecine est prescrite aux personnes souffrant de troubles bipolaires et présenterait un risque élevé de malformation congénitale sur le fœtus si elle est prise par la femme enceinte. L'entreprise n'aurait, selon ses détracteurs, pas suffisamment informé les patientes enceintes des risques engendrés. Usurpation d'identité d'un ministre, c'est l'affaire surréaliste qui débouche sur le jugement de 7 personnes qui se sont fait passer pour le ministre des Affaires étrangères. Des faits qui remontent à 2015 et 2016 quand Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense de François Hollande. Les prévenus auraient usurpé l'identité du ministre pour voler plusieurs dizaines de millions d'euros. Le mode opératoire de l'arnaque consistait à appeler des personnalités riches en se faisant passer pour le ministre ou un membre de son cabinet en demandant de l'argent pour payer une rançon d'otages français en Syrie, tout en garantissant un remboursement. Grands PDG français ou étrangers, chefs d'État ou même personnalités religieuses comme l'Aga Khan, chef spirituel de la communauté ismaélienne, ou le cardinal Barbarin, tous ont été approchés dans le cadre de cette manœuvre. Les 7 individus encourent 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Parmi les prévenus, une personnalité bien connue du monde de l'escroquerie, Gilbert Chikli, 54 ans, franco-israélien, qui a notamment inspiré le film « Je compte sur vous ». Un temps réfugié en Israël, il avait finalement été interpellé en Ukraine en novembre 2017, pays depuis lequel il fomentait de nouvelles arnaques. Une histoire de bandits rocambolesque qui promet une séquence judiciaire haute en couleurs. Inversion accusatoire contre Résistance républicaine. La présidente de l'association qui lutte contre l'islamisation, Christine Tazin, vient d'être condamnée par la 10e chambre correctionnelle de Paris à 4 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme à la suite d'une plainte du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui entretient des liens avec les frères musulmans. L'intéressé avait émis l'hypothèse que l'attentat perpétré en 2016 devant une mosquée à Londres pourrait être l'œuvre d'un Britannique en représailles des 3 attentats islamistes que venaient de subir les Anglais. Christine Tazin a d'ores et déjà annoncé faire appel de ce verdict qu'elle estime être une tentative de la museler. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour. Dans son ouvrage Pensées interdites, Grégory Rose, chroniqueur pour Valeurs Actuelles, propose un grand rapatriement, seule politique efficace selon lui, après des décennies d'une immigration subie. Quelqu'un pourrait avoir sa place en France, ou je dirais aurait pu avoir sa place en France, puisque la France était quand même un merveilleux pays d'accueil. Tout le monde, nos adversaires idéologiques, enfin mes adversaires idéologiques le disent assez souvent. Simplement, aujourd'hui, ce contrat n'a pas été respecté pour la plupart d'entre eux. Également au programme de votre soirée, un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lann vous parle du bombardement de Berlin le 7 juin 1940 par un avion de la Marine nationale. Si je vous disais que les Français avaient bombardé la capitale du Reich en 1940, alors que l'armée allemande progressait vers Paris et que tout ou presque était perdu, beaucoup d'entre vous n'en croiraient pas leurs oreilles. Et pourtant, c'est vrai, c'est incroyable, mais c'est vrai, le 7 juin 1940, alors que la bataille de France battait son plein et que rien ne semblait pouvoir arrêter l'avancée allemande, un bombardier français survolait Berlin et larguait ses bombes sur des cibles militaires. Pourquoi, comment, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode, car je vais vous raconter en détail cette opération historique aussi palpitante que méconnue, je dirais même oubliée, où la Marine nationale, oui, la Marine nationale, ça aussi c'est dingue, a voulu rendre coup pour coup aux Boches après le bombardement de Paris et surtout marquer les esprits. Alors certes, ça n'a pas changé grand-chose au cours de la guerre, mais nous, ce panache-là, dans La Petite Histoire, on adore. Et croyez-moi, si on a bien un à qui ça n'a pas plu, c'est Hitler. Retrouvez aussi passé-présent, Philippe Conrad et Anne Sicard évoquent la procédure d'impeachment du président Johnson. Jean Descartes présente ensuite son dictionnaire amoureux des monarchies. Tout de suite, c'est Mes libertés politiques avec François Billot-Leclerc. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.
Votre problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle, a récemment affirmé le président Macron à une présidente d'association. Nous avons bien entendu, nous avons bien lu, c'est sûr, pour Emmanuel Macron, c'est un problème que de croire que le père est forcément un mâle. Il faut s'y reprendre à 2 ou 3 fois pour être sûr de comprendre, ou plutôt de ne pas comprendre. Oui, nous sommes sûrs et certains que nous comprenons que nous ne comprenons pas. N'y a-t-il pas un gros, un bon très très gros et gras problème chez celui qui exerce la fonction suprême à la tête de l'État pour oser tenir des propos d'une telle teneur à l'Élysée, le jour même où l'on célèbre la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant? Une pareille négation du réel laisse pantois. Emmanuel Macron assume au dernier degré l'expression la plus extrême de la tristement célèbre théorie du genre. Par cette déclaration à la fois absurde, consternante et surtout dangereuse, Emmanuel Macron nous laisse apercevoir quelle est la nature de son anthropologie et de sa représentation du monde. Notre président vit dans un monde parallèle, profondément affranchi de tout ordre naturel, et il entend agir à sa guise, au mépris de toute règle et de toute norme, avec un mélange terrible de sentiments de toute puissance et d'amoralité. Pour ceux qui en doutaient, il suffit de rappeler son parcours personnel. Est-ce quelque chose de banal que d'entamer, en tant que jeune adolescent, une liaison avec une femme de 25 ans de plus? Liaison qui, à ses débuts, faut-il le rappeler, tombait sous le coup de la loi. Est-il sain de construire sa vie sur une relation déséquilibrée avec la conscience assumée et revendiquée de former un couple qui n'aura pas d'enfant, non en raison d'un accident de la vie, mais à cause d'un choix plus que particulier? Le concert de louanges des médias sur le beau couple formé par Manuchon et Brichetounette, que l'on est en droit de ne pas trouver beau du tout d'ailleurs, ne doit pas nous faire oublier la vérité. Qui osera rappeler que le roi est nu? Rien de tout cela n'est anodin et chacun perçoit confusément que la liberté sans limite est source de tous les maux. Quelle politique attendre de la part d'une telle personnalité qui a posé de tels choix? Une politique déracinée, une politique du refus de la transmission, une politique déconnectée du réel. Ces dernières semaines nous en ont donné la triste illustration. Emmanuel Macron n'a pas de boussole intérieure, il ne peut avoir de cap pour la nation. Il navigue à vue, comme le montre sa gestion calamiteuse du dossier des retraites, une réforme fragile dont le Conseil d'État a pointé le caractère hâtif et mal pensé, tellement remaniée et adaptée qu'elle finit par être vidée de sa substance pour les quelques éléments qu'elle pouvait avoir de pertinents. Une déclaration comme celle d'Emmanuel Macron sur la paternité reconstruite doit nous rappeler l'importance de revenir toujours aux fondamentaux pour juger de l'action politique d'un homme. Et l'euthanasie du père, signé Macron, débouche bien logiquement sur l'euthanasie de la patrie, rassemblement de tous les pères. Père ou patrie, 2 mots abolis par celui qui se prend pour un génie apatride, mondialiste, multiculturaliste. Si l'on juge un arbre à ses fruits, ce qui est bien naturel pour tous ceux qui vivent dans la réalité et non dans l'idéologie mortifèrement fumeuse, l'arbre Macron semble vraiment définitivement stérile. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.